choses. Madame, Monsieur, bonjour et merci de nous choisir pour un nouveau forum. Covid-19, recherche thérapeutique, place à l'essai clinique au Togo pour la découverte d'un produit. C'est l'interrogation du jour avec deux personnes ressources qui sont au front dans la recherche de ce phytomédicament. Le professeur agrégé Batomayena Bakoma est avec nous. Il est pharmacien phytochimiste, expert en homologation des médicaments et membre du bureau directoire du Comul 19. Le Comul 19, c'est le comité mis en place par l'Université de Lomé justement pour élaborer ce médicament phytosanitaire, phytothérapeutique. Le deuxième invité, le professeur Mounero Salou. Le professeur Mounero Salou est pharmacien microbiologiste, membre également de cette commission Comul 19 et membre de la commission des experts en homologation des médicaments. Il est enseignant-chercheur également à l'Université de Lomé. Chers invités, chers professeurs, bonsoir et merci d'avoir accepté notre invitation. Monsieur Gilles, bonjour. Bonjour, chers téléspectateurs. Je crois que c'est une opportunité renouvelée pour parler un peu de ce que l'université fait. Donc, on va parler de ce médicament que vous êtes en train d'élaborer. Alors, pour commencer, je voudrais comprendre le processus de fabrication d'un phytomédicament. Comment ça se passe, professeur Bakoma? D'abord, merci pour l'opportunité que vous nous offrez pour expliquer un peu ce que nous faisons à l'université. Le processus de mise en place d'un phytomédicament, c'est presque pareil qu'un médicament normal, puisque nous parlons de phytomédicament, sauf que ce médicament, il est à base de plantes. Les principes actifs sont des plantes. Donc, il faut dans un premier temps des essais précliniques, c'est-à-dire des travaux au laboratoire, in vitro dans les éprouvettes et in vivo sur les animaux. Après, des essais cliniques, c'est-à-dire évaluer l'efficacité du médicament sur l'humain. Donc, le processus est pratiquement le même, professeur Salou. Oui. Comme l'a dit le professeur Bakoma, il s'agit d'un médicament avant tout. Voilà. C'est vrai qu'il est phytomédicament, le processus est le même. C'est la source de ce médicament qui est du monde végétal. C'est pour cela qu'on parle de phytomédicament. Sinon, de façon synthétique, comme il a dit, c'est exactement cela. Vous avez plus loin ce qu'on pourrait dire, c'est est-ce qu'il y a un besoin en consommation de ce médicament? C'est déjà la première question qui se pose pour le chercheur. Et ce besoin-là doit se projeter dans 7 à 12 ans, une dizaine d'années plus tard. Et c'est en ce moment qu'on commence à rentrer au laboratoire. Et derrière, avons-nous les moyens pour le faire? Si oui, alors les différentes étapes, comme cité, vont être donc entreprises les unes après les autres. C'est un grand défi, c'est un long cheminement pour aboutir finalement à un médicament. Donc, test préclinique, in vitro, chez l'animal. En général, il y a 2 types d'animaux qui vont être choisis, un rongeur, un non-rongeur, ou alors en fonction du médicament lui-même qui doit être utilisé, on regarde le modèle animal le plus adapté. Il peut s'agir de gorille, il peut s'agir de lapin ou de rat de laboratoire. Et en ce moment, on va étape par étape rechercher, comme il a dit, l'efficacité in vitro et puis après s'assurer de la non-dangerosité de ce médicament sur les animaux avant de dire, bon, nous allons passer chez l'humain. Alors, une parenthèse, pourquoi vous avez évoqué les rongeurs? Pourquoi les rongeurs sont-ils prisés dans la phase oui, c'est très simple. Il faut trouver le modèle le plus proche de l'homme, le modèle animal, en termes de fonctionnement, de ce que la physiologie donne chez cet animal-là. Il faut que ce soit le plus proche de nous.
Et professeur, comment vous disiez que c'est pratiquement le même processus pour élaborer un médicament classique? Ça veut dire qu'il y a quelques différences, quelques nuances. Pour bien élucider les nuances, je pense qu'il faut d'abord définir ce que c'est qu'un médicament. Et on appelle médicament toute substance qui est destinée à prévenir ou traiter une maladie humaine ou animale, d'une part. D'autre part, c'est une substance qui peut être utilisée pour diagnostiquer, c'est-à-dire pour poser un diagnostic, ou pour restaurer ou modifier une fonction physiologique. Maintenant, cette substance-là peut être de synthèse ou d'origine naturelle. Substance de synthèse, c'est les substances, c'est les médicaments chimiques qui représentent à peu près 60% des médicaments utilisés en thérapeutique. Oui. Et à côté, nous avons les substances naturelles. Et parmi ces substances naturelles, nous avons les substances d'origine animale, minérale et végétale. Donc les phytomédicaments sont des médicaments dont les principes actifs sont issus des végétaux. Et ces médicaments représentent entre 30 et 40% des médicaments utilisés en thérapeutique. Maintenant, ce phytomédicament-là doit respecter les mêmes exigences que le médicament de synthèse. Donc c'est pourquoi tout à l'heure nous avons expliqué en disant que le processus d'élaboration d'un phytomédicament est pratiquement le même que le médicament de synthèse que nous avons l'habitude d'utiliser. C'est-à-dire les mêmes exigences, c'est-à-dire il faut un effet thérapeutique. Ce médicament, ce phytomédicament doit être sans risque. Il doit être bien toléré et de qualité pharmaceutique reproductible. C'est-à-dire il faut des normes. Il faut qu'on puisse décrire le processus d'élaboration de ce médicament qu'on peut reproduire facilement. Mais voilà. Je voudrais ouvrir une parenthèse aussi. Oui, entre voilà. Un phytomédicament et un médicament de synthèse, ouais. Est-ce que l'efficacité est la même? Et bon, pour une même pathologie, devant une même pathologie, on ne peut pas les comparer comme ça. Et la comparaison peut se faire au niveau de la finalité. Qu'est-ce qu'on veut avoir à la fin? C'est vrai que l'efficacité peut être la même. Ce n'est pas toujours vérifié dans tous les cas. Je m'explique. Un médicament de synthèse, généralement, c'est un médicament qui renferme un ou deux principes actifs bien précis, alors qu'un phytomédicament est issu à partir d'un extrait de plante. Et dans cet extrait-là, il y a de nombreuses molécules qui peuvent agir en synergie avec des effets qui concourent à l'effet thérapeutique final. Donc parfois, l'effet du phytomédicament ou les caractéristiques du phytomédicament peuvent différer d'un fabricant à un autre, de la source d'approvisionnement de la matière première végétale, parce qu'il y a beaucoup de variabilité au niveau des plantes. Voilà. Donc, dans certains cas... Donc, si je comprends bien, le spectre d'action d'un phytomédicament est plus large qu'un médicament de synthèse qui est beaucoup plus ciblé, si je comprends en profane. Bon, on peut dire ça ainsi, parce que le médicament de synthèse a un cible
est bien ciblé, il est bien précis, alors que le phytomédicament, il renferme plusieurs molécules qui peuvent avoir des effets différents. Professeur Salom, je comprends mieux. Moi, j'opterais pour un phytomédicament plutôt qu'un médicament de synthèse. Hein? Dit comme ça, peut-être oui, mais des fois, on a besoin d'avoir une action bien ciblée, bien précise. Et donc, à partir, c'est-à-dire, je voudrais même revenir sur la phytothérapie. Cette phytothérapie qui est aussi vieille que l'humanité. Quand on regarde un peu comment l'homme même, dans sa nature, en fonction, j'avais dit, des besoins nutritionnels, est allé cueillir des plantes et pour lesquelles des propriétés se sont avérées. Et il n'est pas exclu de voir qu'à travers le monde, les peuples, aussi distants soient-ils, ont utilisé les mêmes substances sans communiquer comme aliments et des effets ont été découverts. Si on regarde un peu autour de nous, même les animaux, vous verrez, nos parents au village vous diraient, lorsque le chien a des troubles, des fois il va, lui qui n'est pas herbivore, va brouter un peu d'herbe pour résoudre un problème. Et par rapport à ce que vous avez demandé, pour nous microbiologistes d'ailleurs, on a ce problème. Vous avez, comme il a dit, un phytomédicament, une plante, c'est une source de plusieurs molécules. Et des fois, lorsque vous tentez d'isoler une molécule, vous perdez toute l'activité. C'est un complexe qui agit en synergie. Et c'est pour cela que c'est même plus difficile. Puisque on peut avoir, pour nous ce qu'on dit en termes de médicaments, comme il a défini, un médicament peut avoir plusieurs propriétés. Vous choisissez une pour en faire l'indication principale et tout le reste devient des effets secondaires indésirables. Donc vous allez faire la balance. Il ne faut pas que les effets secondaires de ce phytomédicament en ce moment-là priment sur l'effet principal souhaité. C'est pour cela que je dis un médicament de synthèse totale, non toxique, va être préféré dans certaines situations et dans d'autres situations, un phytomédicament qui peut-être à la base était un aliment-médicament, va être préféré ainsi de suite. Mais on ira plus loin. C'est vrai que nous sommes deux pharmaciens sur le plateau pour faire partager. Dans cette phytothérapie-là, il y a ce qu'on appelle entre griffes la pharmacie de Dieu, où quand vous regardez, même ce que la plante dessine dans la nature représente l'organe qui est soigné. Parce que la science, c'est l'empirisme et le rationnel. Nous dirons, on extrait beaucoup de phytomédicaments, par exemple, de l'igname pour traiter le cœur. Mais les feuilles d'igname sont en cœur. Lorsque vous coupez la carotte, vous regardez, pour ceux qui connaissent la structure de l'œil, l'intérieur ressemble à l'œil. Et on va vous dire, il y a de la vitamine A dedans, c'est intéressant pour les pathologies de l'œil, ainsi de suite. Vous regardez le haricot, c'est en forme de rein. Pour ne citer que ces expériences, ces exemples-là. Donc ce n'est pas aussi simple qu'on le croirait. Il y a ce que nos parents vont découvrir de façon fortuite. On a tous vu ici comment le poivre est utilisé pour assaisonner les mains. Et avec d'autres effets derrière. Mais en tant qu'Africain, en tant que chercheur africain, est-ce que, franchement, chercheur africain, pharmacien, est-ce qu'il ne faut pas opter davantage pour les phytomédicaments que les médicaments de synthèse? Parce que quand on, comme il a dit tout à l'heure, l'extraction de ces principes actifs de façon très pointue, est-ce qu'on connaît tous les effets dus à ce genre de manipulation? En réalité, ça dépend de la situation. C'est vrai qu'en Afrique, nous avons la nature verte. Nous avons les végétaux. C'est abondant. Mais il y a un problème. Je l'ai dit tout à l'heure. Quand vous optez pour la phytothérapie, il y a beaucoup de variabilité. Quand vous prenez une plante aujourd'hui pour faire une extraction d'un principe actif, la plante, la composition de cette plante peut évoluer dans le temps et dans l'espace. Vous voyez le problème? C'est-à-dire que vous prélevez la plante aujourd'hui, vous faites votre préparation. Demain, si vous prélevez la plante au même endroit, il peut y avoir
une variabilité, une différence. Substantielle? Oui, substantielle, liée à l'environnement. Il faut rappeler que les plantes produisent les molécules ou les principes actifs par rapport à leur environnement. Les plantes ne les produisent pas pour nous les hommes, mais elles produisent ces substances-là pour se protéger d'abord. Donc, elles réagissent par rapport à l'environnement dans lequel elles se trouvent. Donc, si vous prélevez la plante à un autre endroit, autre que l'endroit habituel, il peut y avoir aussi une variabilité. Donc, dire tout de suite que opter pour les phytomédicaments et délaisser les médicaments de synthèse, il y a aussi un risque. Il faut beaucoup faire attention. Les médicaments de synthèse sont des médicaments très précis, quoique ayant toujours des effets secondaires, des effets indésirables. Cela ne veut pas dire que les phytomédicaments n'ont pas d'effets indésirables. Il y a souvent un problème de reproductibilité pharmaceutique au niveau des phytomédicaments, avec la variabilité et au niveau de la teneur en principe actif qu'on retrouve souvent chez les végétaux. Et ces différences au niveau des plantes, ça peut être lié aussi à l'alimentation de la plante, à la constitution du sol. Voilà. Oui, c'est ce que le professeur Bakouma tentait d'expliquer. C'est dit, moi j'aime bien les images, je vais aller dans des modèles. Vous allez prendre un manguier en région de savane, vous allez le voir plus élargi. Mais quand vous venez en zone forestière où il y a beaucoup plus de plantes, vous allez le voir plus effilé. Parce que la course pour avoir du soleil entre les différentes espèces va faire que l'individu va plus s'allonger que s'étaler. Ici, pour la composition, on regarde, il faut qu'on revienne à, comme vous avez dit, à la nature même des choses. Vous voyez, notre radithérapeute, même Anne-Griffe, le bouconon du village, peut vous dire, c'est très tôt le matin qu'il faut aller couper la plante. Il ne faut pas couper le soir. Mais il ne dit pas pourquoi. Mais c'est parce que même il y a la variabilité liée à ce qu'on appelle au nictémère. Est-ce que c'est le matin? Est-ce que c'est à midi? C'est le soir? La composition peut varier. La nature des sols peut jouer. Vous allez à hauteur, vous prenez une plante, c'est sûr qu'elle sera plus riche en phosphate que dans une région où il n'y en a pas. Et ce minéral-là peut influencer fortement le résultat attendu en termes de composition. Maintenant, ce que vous dites, il y a quand même un impératif à valoriser notre médecine traditionnelle. Et je crois que c'est ce que les chercheurs au sein des universités africaines le font pour le CAMES, qui est l'organe qui nous gère. Il y a deux grands axes sur les maladies métaboliques, par exemple le diabète, où on fait l'hypertension et autres, les maladies non transmissibles. Et aujourd'hui, avec Covid-19, il y a vraiment nécessité d'accès encore à la recherche sur toutes les maladies infectieuses, virales, surtout pour lesquelles, jusqu'à présent, on n'a pas grand-chose en dehors peut-être de l'infection à VIH qui est bien cernée sur le plan prise en charge médicamenteuse, et Ebola, maladie pour laquelle des efforts sont faits. Il y a quand même lieu de revenir un peu à des fondamentaux en se basant sur ce que nous avons dans notre milieu. Professeur Bakouma, vous évoquiez tantôt la richesse de l'Afrique en matière de végétal. Mais pourquoi les chercheurs, surtout dans les universités, pendant longtemps ont délaissé ce terrain aux phytothérapeutes? Vous ne vous intéressiez pas? Quel était le principal, l'obstacle fondamental? Bon, est-ce qu'il y a un obstacle en tant que tel? Il faut dire qu'en réalité, en matière de médicaments aussi, il y a la politique pharmaceutique aussi qui est en jeu. Qu'est-ce que vous appelez politique pharmaceutique? Politique pharmaceutique, c'est-à-dire qu'est-ce que nous voulons comme médicament pour notre pays? Quelles sont nos priorités? Et par rapport au coût? Est-ce que, avec les moyens dont nous disposons aujourd'hui, s'il n'y a pas de subvention, est-ce que nous sommes prêts à produire, par exemple, des antiparasitaires issus de la phytothérapie, issus de la médecine traditionnelle locale, qui peuvent concurrencer sur le plan financier
des médicaments, des antiparasitaires venant d'ailleurs. Est-ce que on est prêt à le faire? Tout à l'heure, nous disions que nous avons besoin des sous pour lancer nos essais cliniques. Oui, on y reviendra. Voilà, c'est ça, je parle de politique pharmaceutique. C'est question de... On peut décider aujourd'hui de limiter l'entrée des antiparasitaires qui venant de l'étranger et subventionner la production locale issue des médicaments traditionnels. Oui, mais pour qu'une telle politique émerge, il faut qu'on sente aussi la nécessité de cette politique. Il faut que vous cherchiez, provoquiez ce besoin pour que l'État s'en serve. Oui, moi, je comprends votre question. Mais en même temps, il faut dire, les chercheurs ne sont pas résignés. Voilà. Mais en fait, ça a un coût. Ça a un coût. La première difficulté qu'on a eue par le passé, c'était de dire, on avait un extrait, quelque chose qui présentait une propriété, et dans l'esprit rationnel du scientifique, on voulait savoir qu'est-ce qui était actif. Mais jusqu'à aller isoler un principe actif, des fois, chemin faisant, on perdait même l'activité. C'est pas que des tentatives n'ont pas été menées. Mais en même temps... Vous n'avez pas le matériel approprié ou qu'est-ce qui se passe? C'est le principe, comme on dit en physique quantique, de l'intrication. Le fait de la difficulté majeure de séparer plusieurs pièces d'un seul ensemble. Hein. Ça, c'est une des grosses difficultés. Et il fallait des équipements plus performants, comment on pourra le dire, pour séparer et isoler. Parce que la question, nous sommes en science, je veux apporter la preuve. Mais après, il a dit quelque chose qui est important aussi, c'est la notion de coût-efficacité. Nous sommes en santé publique. Qu'est-ce que j'apporte à la population, mais de façon sûre et accessible financièrement? Parce qu'il y a le défi environnemental. Lorsqu'on parle de phytomédicaments, aujourd'hui, si vous avez regardé par le passé, beaucoup de nos phytomédicaments s'adressaient aux racines, aux écorces, qui montrent que nous détruisons la nature. Il faut aller aujourd'hui de plus en plus vers les parties aériennes. Beaucoup de tests ont été écrits. Je crois que les choses sont en train d'être bien encadrées sur le plan juridique, au plan régional, OAS et autres organisations sont en place. Et donc, donnons-nous le temps, un médicament, et comme j'ai dit en introduction, il faut bien que le besoin soit exprimé. Si j'ai un antiparasitaire qui marche bien, et fût-il de synthèse totale, produit chimique, et que il n'y a pas d'effet indésirable, parce qu'on reviendra sur les essais cliniques. Il y a la phase 4, après quand on a mis le médicament sur le marché, il y a tout ce qu'on peut reporter comme éléments non souhaités qui arrivent, pour lesquels le médicament peut être retiré. Bon, peut-être pour une parenthèse, si on se rend compte de tout ce qu'on a ingurgité, un Africain a ingurgité dans sa vie et continue d'ingurgiter, et on voit toutes les précautions que vous semblez prendre là, franchement, je me dis, vous cherchez le sexe des anges? Non, je suis d'accord. En réalité, quand vous prenez par exemple, je vous donne un exemple banal, la tomate. Oui. Que vous mangez tous les jours. Mais le jour où vous décidez de prendre cette même tomate-là pour la présenter comme médicament, ça devient autre chose. Le circuit est différent. On doit mettre toutes les précautions possibles. Parce que, a priori, quand vous mettez médicament sur cette tomate-là, elle est destinée à un organisme faible, c'est-à-dire un malade. Donc un malade, a priori... Personne vulnérable. C'est une personne vulnérable. Il est vulnérable. C'est une personne qui est vulnérable. Donc il faut prendre toutes les précautions. En voulant lui faire du bien, ne créez pas d'autres problèmes. Ne pas créer d'autres problèmes. Voilà, c'est ça. Quand on dit médicaments, là, il faut prendre toutes les précautions. Et puis je voulais ajouter quelque chose par rapport aux phytomédicaments. Bon, les gens, quand on parle de phytomédicaments, les gens pensent que, bon... nous ne les utilisons pas. Quand vous allez en pharmacie aujourd'hui, 30 à 40% des médicaments sont des phytomédicaments. Voilà. Donc, nous les utilisons. En fait, peut-être que nous n'en produisons pas localement. Ça, c'est un problème de compétitivité. Voilà. Vous avez des grosses firmes qui produisent des phytomédicaments en quantité, mais est-ce que nous sommes capables de produire les mêmes médicaments avec même efficacité à moindre coût?
C'est ça le problème. On va en parler maintenant de cette initiative de l'Université de Lomé de concourir pour la découverte d'un phytomédicament dans le cadre de la riposte contre le ou la Covid-19. Alors, selon les informations, vous avez franchi beaucoup d'étapes et vous êtes à la phase de lancement de l'essai clinique. Alors, avant d'aborder cette phase concrètement, présentez-nous un peu les caractéristiques du futur médicament que vous êtes en train de chercher. Monsieur Gilles, merci. Nous avons coutume de dire qu'il ne faut pas mettre la charrue avant les bœufs. Et que ce futur médicament... mais si vous ne connaissez pas la couleur de la charrue, vous aurez le bœuf, mais vous risquez de ne pas rouler. En termes pharmaceutiques, je voudrais vous rassurer, ce sera soit une forme orale, soit une forme sèche. Une forme orale, donc ça peut être un sirop, un extrait, donc ce serait un liquide, ou une forme sèche, un comprimé ou des gélules. Mais franchement, du point de vue, comment on va dire ça, psychologique, est-ce que un comprimé, gélule, ne serait pas plus présentable que les sirops? Parce que quand on entend phytomédicaments à sirop, ça renvoie à des décoctions. Oui, mais il peut même s'agir de décoctions, mais si l'emballage est bien fait. Moi, quand vous rentrez dans les drugstores au Ghana, vous avez des décoctions, mais bien présentées. En médicaments, il n'y a pas de... Le défi est à plusieurs niveaux. Il faut que nous nous adaptions à nos réalités. On a dit tout à l'heure, il faut que ce soit accessible financièrement et disponible à grande échelle. Mais en même temps, il faut qu'il soit sûr, qu'on ait toutes les garanties. S'il doit être dans un flacon et que je vous garantis la qualité hygiénique, microbiologique, et je vous garantis l'efficacité, avec tous les délais de date de péremption, le problème ne se pose pas. Donc le choix n'est pas encore fait sous la... Non, nous avons un pool de 4 médicaments à tester. On va les comparer et puis on verra après qui se dégage. C'est pour ça que je disais tantôt qu'il sera soit sous forme sèche, soit sous forme liquide. Quelle est la probabilité la plus forte, professeur Bakovo? Ce serait des comprimés, des gélules ou du sirop? Quand vous dites décoction, tout ça là, vous les avez délivrés tout à l'heure. Voilà. Non. Je veux vous dire que il y a des médicaments qu'on vous prescrit, que vous allez acheter en pharmacie, qui sont des décoctions. Quand on met extrait de... L'extrait là est obtenu comment? Ça peut être obtenu par une décoction, une infusion, ou bien quand on met lyophilisate de... Ça veut être une décoction qu'on a lyophilisée après. Donc les décoctions, il y en a, vous les consommez tous les jours. Même quand vous allez à la pharmacie, on vous sert, il y en a. Il y a les élysées. Oui, il y a plein de trucs. L'essentiel est de stabiliser le principe actif. Voilà. On peut faire une décoction tout de suite, mettre ça en bouteille, stériliser, pour qu'il n'y ait pas de micro-organismes, pour dénaturer le principe actif. Et puis ça tient longtemps. Donc ça, il n'y a pas de problème. Donc venons maintenant à votre... c'est quelle apparence, quelle probabilité donc, la probabilité, nous l'aurons à la fin de la première phase. Je dirais même qu'en réalité, la phase qu'on veut amorcer, c'est la phase 2. Prêt pour la phase clinique, ça veut dire que vous allez administrer les produits. Sous quelle forme vous allez les administrer? Mais nous avons les formes. Non, attendez, monsieur Bokor. On va administrer les médicaments sous la forme sous laquelle elles se présentent. Voilà. Si elles se présentent sous la forme gélule, on va administrer sous la forme gélule. Comprimé, on va administrer sous comprimé. Nous, on ne va rien transformer. Je ne sais pas si vous comprenez. Si le médicament se présente sous forme de décocté, d'une décoction, on va administrer ça comme ça. Ou bien, qu'est-ce que vous voulez savoir, M. Bokor? Oui, mais je veux savoir ce qui existe, puisque vous les avez déjà, les produits. Oui, mais peut-être qu'on explique un peu comment les choses vont se passer. Je crois que ce sera plus compréhensif pour les téléspectateurs. Nous avons fait un long process, comme vous avez dit, et il y a eu des candidats aux recettes qui ont été sélectionnés. Présélectionnés, shortlistés. Voilà, shortlistés. Et aujourd'hui, cet essai devrait être fait avec 5 médicaments, dont un est celui qui est utilisé actuellement,
qui est l'hydroxychloroquine associée à l'azithromycine. Un autre est un médicament qui a fait ses preuves pour l'infection à VIH dans un essai clinique antérieur. Au Togo? Au Togo. Médicament de Togolais? À base de plantes. Que nous avons testé. Comment s'appelle-t-il? Et pour l'instant, nous voulons faire l'économie de cette dénomination. C'est un médicament qui a déjà fait ses preuves, comme l'hydroxychloroquine. C'est pour protéger un peu le médicament et les consommateurs que nous sommes. Parce que n'oublions pas qu'il y a des vendeurs d'illusions et rapidement des copies sont faites. Je vous donne le nom. Si je dis le médicament s'appelle Gilead aujourd'hui, mais tout le monde va aller chercher un nom qui ressemble à cela et dire mais vous n'avez pas écouté les professeurs d'université la dernière fois, le médicament dont ils parlaient, c'est celui-là. Et on va créer plus de tort à la population que faire du bien. Et on a les 3 médicaments qui avaient été donc sélectionnés au niveau de l'université. Ça fait 5 pour lesquels, comme il a dit, dans un mois, lorsque les conditions de mise en œuvre de l'essai seront réunies, alors ni le médecin ni le malade ne saura ce qu'il prend. Ça aussi, on pourra revenir sur les questions sur les essais cliniques. Donc, le produit que vous cherchez, il s'appellera comment? Bon, monsieur Bokor, oui. Vous avez bien dit si vous avez des difficultés, j'ai un nom à vous proposer. Non, attendez. Vous avez bien dit que le produit que nous cherchons, non? Oui. Quand nous l'aurons trouvé, on lui trouvera un nom. En ce moment-là, on pourra venir à vous pour demander le nom que vous proposez. Non, puisque on peut considérer que le produit est déjà... Je peux regarder dans les barbituriques. Oui. Le phénobarbital a été utilisé pour le traitement de la crise d'épilepsie. Oui. Mais à la fin de l'essai, quand tout a bien marché, oui. Et les élèves vont demander au grand maître, bon, maintenant que c'est bon, quel nom on donnera? Et le grand maître a répondu, gardez le hal de phénobarbital dedans. Les gens ont entendu Gardénal. C'est devenu le nom du médicament. Donc, en temps opportun, on vous donnera le nom. Mais pour l'instant, pour les désigner, comment vous les appelez? Bon, je vais vous expliquer comment ça s'est passé. Oui. ABCD? Oui, quand les médicaments sont arrivés, ces médicaments ont été anonymés. Pour commencer. Ça veut dire que moi qui suis ici, bien que faisais partie de la commission de réception des médicaments, je ne peux pas vous dire exactement de quel médicament il s'agit. Ces médicaments ont été anonymés et une première sélection a été faite sur la base de la composition des médicaments, composition en plantes liée aux propriétés des plantes, les indications et la stabilité du médicament. Donc, sur la base de ces éléments-là, une sélection a été faite. Donc, qui après vous anonymat. Fourni ces informations. Avant anonymat, oui. Ce sont les auteurs qui vous ont fourni ces informations. Nous-mêmes, nous faisons des recherches et nous faisons quelques essais, quelques screenings phytochimiques pour comprendre, pour voir un peu qu'est-ce que nous avons comme éléments chimiques dans les médicaments. Tout ça là, c'est sous anonymat dans un premier temps. Quand la sélection est faite, il y a un deuxième anonymat qui est fait avant de transférer les produits à une autre équipe qui va commencer les essais in vitro. Arrivé là-bas, eux aussi, ils font un troisième anonymat. Quand ils finissent, ils font encore quatrième anonymat, ils transfèrent ça à l'équipe qui va faire les travaux in vivo, et ainsi de suite, et après, aux essais cliniques. Donc, vous voyez que... Donc, les 3 produits ont suivi le même processus? Voilà, ils ont suivi le même processus. Est-ce qu'ils ont donné les mêmes résultats? Expliquez-nous un peu, professeur. Des résultats quand même qui étaient bons pour nous, acceptables, comparables. Même, comme il le dit, nous ne les connaissons pas, mais peut-être un a présenté léger avantage de l'autre, mais c'est in vitro. C'est dans le verre, dans le tube. Il faut qu'on... Chez l'animal aussi. Oui, ensuite, vous êtes passé... Ensuite, mais... vous avez utilisé les souris. Hein. On a pris quelques... Les rats. Bon, est-ce que rats et souris... Non, il y a une différence. Oui, justement, on a pris quelques images. Ce sont vos rats en question. On les images prises à l'université de Lomé. Mais l'idée qu'on avait ici, c'est pour aller vite. Parce qu'en réalité, si nous devons mettre un médicament sur le marché, il faut aller à... une douzaine d'années. Mais c'est des médicaments pour lesquels, comme le professeur Bakoma l'a dit, nous sommes allés faire
la revue de la littérature. Nous avons fait les tri phytochimiques pour comprendre les grands groupes qu'il y avait et les connaissant l'utilisation antérieure dans nos populations, on était quand même un peu rassurés avant de passer même chez l'animal, et on ne s'est pas donné tout le temps qu'il faut chez l'animal. Parce qu'en réalité, l'humain l'utilise déjà. Et chez l'animal, comment vous administrez les produits? Ce sont des injections? C'est des gavages. Pas gavage. On remplit des seringues, on leur donne, mais il faut prendre toutes les précautions pour ne pas que l'animal soit stressé. À ces souris-là, oui. vos rats, des rats blancs, j'en ai vu rarement. Oui, si, on les élève. Pourquoi ils sont tous blancs? C'est des rats Wista, c'est une race de rat qui est proche de l'humain qu'on utilise. Non, venez chez nous. Oui, mais on a pris quelques images chez vous. Voilà. Alors, comment les rats se sont-ils comportés quand vous avez administré? Oui, quand on a fait, ce qu'on continue de faire d'ailleurs, c'est qu'on regarde d'abord les grandes fonctions chez les rats, avant même de regarder l'efficacité. C'est pour ça qu'on dit que c'est un essai qu'on a adapté un peu. On regarde les globules blancs, les globules rouges, les plaquettes, comment ces éléments réagissent. Donc, avant même d'administrer, si vous voulez, on fait le bilan de base chez ces animaux. Et puis après, on va s'occuper du rein, du foie, du cœur. On regarde. Et avec les moyens, il faut pouvoir maintenant doser même les substances. Je vais administrer. Qu'est-ce qui est arrivé au niveau du sang? Et donc, c'est des étapes qui sont à venir. Mais comme les médicaments n'étaient pas des médicaments, j'allais dire, est nihilo, c'est utilisé depuis, on a quand même du recul par rapport aux humains. Donc, à un moment donné, avec certaines garanties et en tenant compte de la composition, on s'est dit, c'est bon, on peut aller chez lui. C'est pour cela, d'ailleurs, qu'on a pris comme élément de comparaison aussi un médicament déjà éprouvé. Et ce qu'on utilise en ce moment sur les sites de prise en charge. Mais maintenant, comment les rats se sont-ils comportés quand ils ont reçu le produit? Non, pour le moment, ça va. On continue de les suivre. On n'a pas fini. Parce que si on devait... Quand ils en sont les résultats, vous devez avoir les premiers résultats quand même. Oui, en général, mais notre façon de faire, c'est que laissez-nous donner le résultat aux commanditaires qui les communiquent. Voilà. C'est ça aussi, je crois que c'est en termes de pédagogie, de méthodologie, il y a une façon de faire. Voilà. Oui, mais si... celui qui vous donne l'argent pour faire le travail, c'est à lui vous rendez les résultats. Oui, mais si vous êtes prêt pour le lancement de la phase clinique, ça suppose que les rats, les tests au niveau des rats ont été satisfaisants. Oui, ça va. Oui, il n'y a pas de problème à ce niveau. C'est pour cela que... C'est pour ça que je cherche à savoir qu'est-ce qui a fonctionné pour ça que au niveau des rats. Qu'est-ce qui a été amélioré au niveau des... C'est pour ça que le mandant a fait la conférence de presse la dernière fois. Voilà. En disant, venez, j'ai quelque chose sous la main d'intéressant. Tout à fait, mais voilà. Je dis, professeur Bakoma, au niveau des rats, qu'est-ce qui a été amélioré après l'administration des... Non, justement, maintenant, ce qu'il faut dire, c'est que nous ne sommes pas allés, vous savez que nous ne faisons pas de culture de virus ici, nous ne sommes pas allés sur un médicament qui va inhiber la réplication du virus. Non. Nous sommes allés sur des systèmes qui vont permettre à l'homme de pouvoir augmenter sa capacité à améliorer sa défense contre les immunitaires. Et donc, c'est des cytokines qu'il faut doser, par exemple, pour avoir la réponse immunitaire. Mais avant même d'arriver au niveau des cytokines, nous avons voulu nous assurer déjà que chez l'animal de laboratoire, on n'a pas eu d'effet de toxicité. En s'occupant des différentes lignées cellulaires, on l'avait déjà eu in vitro. Et on est venu chez l'animal, je dirais, on s'est même auto-saisi du Covid organique, qui ne fait pas partie de l'essai, pour faire les mêmes tests. Donc cela a été fait. Aujourd'hui, il y a certains dosages qui doivent être faits pour démontrer à suffisance l'efficacité en termes de stimulation du système immunitaire. On a des tests en attente à faire, comme je dis, c'est pour ça que je vous ai dit, tout n'est pas fini chez l'animal. Mais on a quand même une bonne base pour dire, maintenant, chez l'humain, on peut démarrer. Et c'est cela qui a été présenté au comité de bioéthique et de recherche en santé, qui s'est donné tous les moyens avec experts pour évaluer avant que nous ayons l'autorisation, parce que c'est la première étape d'ailleurs, pour commencer tout essai chez l'humain. Il faut avoir, sur le plan éthique, la garantie que si vous ne faites pas de bienfaisance, il n'y a pas de non-malfaisance.
Tout à fait. Alors, pour ouvrir une parenthèse sur le Covid organique, c'est quel type de médicament? C'est pour renforcer aussi le système immunitaire ou c'est un médicament qui tue les virus? Covid organique, effectivement, est venu au Togo. Nous l'avons reçu. Et justement, c'est parce qu'il n'y avait pas de fiches concrètes. Il n'y avait pas de documents qui accompagnent ce produit. On a juste vu que c'est un médicament qui peut être utilisé en prévention ou en traitement dans le cas du coronavirus. Donc, on ne sait pas exactement comment il va agir. C'est pourquoi, en tant que chercheur, on a dit ce que nous faisons sur nos médicaments traditionnels, nos médicaments locaux, on va faire la même chose avec Covid organique. Et je sais que vous allez me poser la question. Les résultats seront transmis à qui de droit? À celui qui a ramené le produit. Les résultats sont là. Moi, je ne veux pas de chiffres, mais moi, je veux des tendances simplement. Les tendances... Au mandat, vous donnerez les chiffres, les détails, mais seront... les téléspectateurs vous écoutent et souhaiteraient avoir des informations précises. Parce que... Attendez, il y a une chose aussi que je dois préciser. Oui. C'est vrai, si nous faisons des études in vitro, des études in vivo chez le rat, et que ça donne des résultats, c'est pas sûr que nous aurons les mêmes résultats chez l'humain. Mais au niveau des rats non plus, vous ne m'avez pas donné de résultats. Mais moi, j'ai vu quand même vos rats. Oui, j'ai l'impression que vous voulez qu'on vous dise... En bon point, donc... J'ai l'impression que vous voulez qu'on vous dise que nos médicaments ont fait ceci chez les rats. Exactement. Pour que vous extrapoliez directement chez moi, on n'est pas encore à la phase d'extrapolation. Moi, j'ai bien précisé chez le rat quels ont été les résultats que vous avez obtenus. Peut-être qu'il faut qu'on revienne un peu sur la démarche des essais cliniques pour que les téléspectateurs nous comprennent, pour ne pas qu'on ait l'impression qu'il y a une fuite en avant et qu'on refuse de répondre aux questions. Il ne s'agit pas de cela. Il y a une petite fuite quand même. Non. Qu'on comprend. Hein, vous voyez, lorsque vous voulez mettre un médicament sur le marché, on a dit il y a des étapes. Et puis après, lorsque vous arrivez chez l'animal de laboratoire, vous devez faire la preuve de l'efficacité de ce supposé médicament. En accentuant sur les notions de ce qu'on appelle pharmacodynamie et de pharmacocinétique. C'est deux notions importantes. Et après... Mais il faut nous les expliquer. Voilà. Parce que je sais pas. La pharmacocinétique, ça va être la deuxième étape pour voir comment le produit est métabolisé. Regardez, quand vous prenez certains antibiotiques, quand vous urinez, vous avez... Parce que c'est éliminé dans les urines. Il y en a qui vont être éliminés dans les fesses. Mais peut-être d'autres vont passer dans la sueur. Il faut qu'on sache. Mais la pharmacodynamie, ce sont les interactions, comme disait le professeur, avec le système. Il y a des médicaments pour lesquels, lorsque vous les absorbez, c'est 40% qui passent. Si j'ai ça comparé à un médicament qui fait 90%, et le choix s'impose, je prends celui de 90%. Et c'est sur cette base d'ailleurs que nous faisons les notions de bioéquivalence avec les génériques, ainsi de suite. Donc il y a cette première étape qui va être conduite. Et après... Oui, c'est efficace. Oui, quand on le met, ça empêche le nez de couler. Je donne un exemple banal. On va aller maintenant chez l'animal de laboratoire, regarder quelle est la sécurité qu'on a en termes de toxicité aiguë. On va augmenter les doses pour voir toxicité subaiguë, toxicité chronique sur le long terme. Donc, c'est pour ça que quand vous nous demandez des résultats chez l'animal, toute cette histoire a commencé, nous sommes dans le 4e mois. Il ne faut pas qu'on aille plus vite que la vitesse de mise en place d'un médicament. Et nous disons, nous avons même pris des raccourcis en nous fondant sur l'existant. Les téléspectateurs vont peut-être vous poser des questions tout à l'heure. Dans la seconde partie de cette émission, on va aborder cette phase que vous allez lancer bientôt, la phase clinique. Quelles sont les conditions de lancement de cette phase? Combien de temps il vous faudra pour sortir votre médicament, si tout va bien? Quels sont vos pronostics? On va répondre à toutes ces questions. Mais là, on va marquer une pause pour une nouvelle édition du journal. On se retrouve dans une dizaine de minutes pour la suite de New World Forum.